Cas Pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expériences pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes, d'âges et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux principales erreurs que l'on peut voir sur les déclarations de revenus de nos clients et vous donner, chers auditeurs, quelques tips pour bien déclarer vos revenus. Pour traiter de ce sujet passionnant, c'est Carole Dufaux, responsable de notre pôle ingénierie patrimoniale au sein du cabinet depuis bientôt 3 ans, qui va nous partager ses bonnes pratiques. Bonjour Carole. Bonjour Philippe. Comment ça va aujourd'hui, en cette pleine période fiscale? Je vais très bien. Et toi? Eh bien écoute, oui, un petit peu dans le jus des déclarations, parce que beaucoup de nos clients nous demandent de faire de l'accompagnement effectivement aux déclarations fiscales, donc ça tombe bien, c'est le podcast du c'est le podcast du jour. Donc ce que je te propose, c'est de démarrer maintenant. Eh bien, démarrant. Alors justement, pour démarrer, quoi de mieux que de repartir notamment de l'avis d'impôt que l'on a reçu l'année dernière? Et qu'est-ce que, à ce sujet-là, tu peux nous proposer comme bonne pratique? Oui, en effet. Avant de commencer à se lancer dans la déclaration d'impôt sur le revenu, l'élément principal pour nous, c'est de regarder son avis d'impôt de l'année dernière. L'avis d'impôt, en fait, c'est un document qui résume votre situation fiscale de l'année dernière. Mais à la fin de cet avis d'impôt, vous avez plein d'éléments qui vous permettent justement de compléter votre déclaration d'impôt de cette année. Je m'explique, c'est qu'à la fin de l'avis d'impôt, vous pouvez avoir des éléments complémentaires tels que le report de réduction ou de crédit d'impôt qui n'ont pas forcément été imputés l'année dernière. Je pense notamment au Girardin industriel ou à l'investissement en capital de PME qui peut être reporté. Voilà. On peut aussi envisager de regarder le montant de la CSG déductible qui devra être reporté cette année. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que la CSG déductible? Exactement. Pour nos auditeurs, mais c'est quoi ce mot barbare? Alors, la CSG déductible, c'est un élément des prélèvements sociaux. Voilà. Les prélèvements sociaux, vous les payez sur certains types de revenus. Je pense notamment aux revenus fonciers. Donc, quand vous déclarez des revenus fonciers qui sont imposables, en fait, vous n'allez pas payer sur l'année N des prélèvements sociaux. Et sur l'année N+1, vous avez une partie de la CSG déductible qui va tout simplement pouvoir être déduite. Donc, c'est un élément qui est prévu justement sur l'avis d'impôt, et donc il ne faut pas oublier parce que ça vous permet justement de baisser un petit peu votre impôt, tout simplement. Eh oui, si c'est effectivement un cadeau, en tout cas une possibilité qu'offre l'administration fiscale, autant en profiter au maximum. C'est ça, c'est un petit cadeau. Ok. Donc ouais, bien regarder effectivement son avis d'impôt N-1 déjà pour repartir et être sûr de ne rien oublier. Exact. Ouais. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as remonté aussi une information que souvent on laisse un petit peu de côté, notamment en ce qui concerne les réductions d'impôts qu'on peut avoir pour, voilà, pour dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes, globalement les maisons de retraite. Exactement. C'est vrai que c'est une réduction d'impôt qui est relativement méconnue et qui pourtant peut être utile à beaucoup de personnes. Donc c'est, pour expliquer un petit peu ce qu'il en est, c'est une réduction d'impôt qui peut être accordée à toute personne qui supporte des dépenses liées à la dépendance et qui réside soit dans une maison de retraite, soit dans un EHPAD ou dans un institut spécialisé. Voilà. Donc, Ok. et en fait, ça peut être toute personne, donc une personne mariée ou pacsée, célibataire ou divorcée, et quel que soit son âge. Donc c'est relativement intéressant. Et cette réduction d'impôt, en fait, elle va permettre de réduire l'intégralité des frais liés à la dépendance. Donc ça peut être les frais liés à des aides pour se laver, à des aides que vous payez pour vous déplacer, ce genre de choses. Je précise bien, c'est vraiment des frais liés à la dépendance. On exclut les dépenses de soins. Tout ce qui est prestations médicales ne peut pas bénéficier de la Ah oui, réduction d'impôt, évidemment. ça c'est clair. Alors, bénéficier de réduction d'impôt, ok, justement, du coup, elle fonctionne comment cette réduction d'impôt? C'est quoi son taux, etc.
Alors, c'est une réduction d'impôt qui a un taux de 25%. Et Ok. le plafonnement des dépenses, il est de 10 000 euros par personne. Donc, si vous êtes un couple en maison de retraite, ça vous fait un plafond de 20 000 euros. Donc voilà. Et le petit avantage supplémentaire, c'est que c'est exclu du plafond des niches fiscales. D'accord. Ok. Ce plafonnement de niche fiscale, tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement? Alors, oui, Rapidement, parce qu'on sait que c'est complexe comme sujet, mais tout simplement, alors, vous avez la possibilité de diminuer vos impôts par le biais de réduction d'impôts ou de crédit d'impôt, mais ce n'est pas à l'infini. C'est-à-dire que la loi prévoit un plafonnement des niches fiscales qui est égal à 10 000 euros d'impôts, qui est Mhm. égal à un plafond de 10 000 euros. Voilà. Il y a certaines réductions d'impôts ou crédits d'impôt qui peuvent avoir un plafond supérieur de 8 000 euros. C'est notamment pour les investissements liés à l'outre-mer ou liés au cinéma, tels que les Sofica. Mais voilà, grosso modo, vous avez un plafond de 10 000 euros pour faire vos réductions et crédits d'impôt. Et au-delà, ben, vous ne pourrez plus diminuer votre imposition. Ok. Ouais, donc effectivement, ça vaut le coup de l'utiliser à Oui. plein. Si on en revient là pour ce que tu nous disais à l'instant sur les dépenses d'accueil, euh, comment ça se passe la déclaration? Comment ouais, ça se justifie? Qu'est-ce qu'il faut remplir comme case? Alors, tout simplement, donc, vous allez compléter une case particulière dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, qui est la case 7CD, qui se trouve dans la partie réduction et crédit d'impôt. Donc évidemment, il faut penser à cocher cette annexe tout simplement sur le site internet impôt.gouv. Ce n'est pas automatique. Mais voilà, il faut le compléter en case 7CD. Et après, vous avez obligation en fait d'indiquer l'adresse de l'établissement dans lequel vous vous situez et les différentes dépenses qui sont éligibles à cette réduction d'impôt. Voilà. Et Ok. bien sûr, je profite aussi pour dire que mais il faut conserver la preuve de ces dépenses parce que l'administration fiscale est susceptible de vous les demander. Et petit élément complémentaire aussi que je n'ai pas précisé tout à l'heure, donc je disais que les dépenses de dépendance peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt. Il faut savoir aussi que les frais d'hébergement, c'est-à-dire les frais liés à la chambre, à l'entretien, au repas, peuvent être aussi pris en compte s'ils sont liés à la dépendance. C'est-à-dire que si c'est uniquement un établissement qui propose de l'hébergement, ça ne peut pas ouvrir droit à l'avantage fiscal, mais si vous avez à la fois des frais d'hébergement et à la fois des frais liés à la dépendance, là, vous pouvez aussi bénéficier de la réduction d'impôt. Donc, ça peut permettre d'accroître un petit peu les frais qui peuvent bénéficier de la réduction d'impôt. Ok, très 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 clair pour ça. Là, on parle vraiment du cas spécifique de monsieur et madame voilà, qui vont dans un établissement particulier. On peut se poser la question aussi pour nos auditeurs, bah, qu'est-ce qu'il en est si on est amené à aider un parent ou un grand-parent, pour le coup, à payer sa maison de retraite? Est-ce que moi, typiquement, je pourrais déduire, je sais pas, une pension ou un avantage, enfin, en tout cas pardon, une charge, de paiement, par exemple pour la maison de retraite de mon père ou quoi que ce soit. Ça peut fonctionner dans ce sens-là aussi ou c'est uniquement, si, bah, tu payes tes propres dépenses? Alors, concernant la réduction d'impôt liée aux dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes, cette réduction d'impôt ne peut s'appliquer que pour la personne qui réside au sein de l'EHPAD ou au sein de la maison de retraite. Mais par contre, si toi, tu décides de payer, d'aider ton père ou ton grand-père à vivre dans une maison de retraite ou dans un EHPAD, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle une pension alimentaire qui est versée à un ascendant. Donc, il faut savoir que cette pension alimentaire, on a tendance à toujours se dire que c'est une pension alimentaire, c'est un versement financier, mais ça peut aussi être une aide en nature, et notamment le paiement d'un EHPAD ou d'une maison de retraite peut être considéré comme une pension alimentaire. Donc voilà, tu peux déduire la pension alimentaire de tes propres revenus. Il faut savoir aussi que ça peut être intéressant parce que dans cette situation, il n'y a pas de plafond au niveau de la pension alimentaire pour les ascendants. Donc c'est en fonction D'accord. du véritable des dépenses que tu as acquittées, tout simplement. Mmh. Et au final, la pension alimentaire, alors la réduction d'impôt, on sait automatiquement ce que ça va donner comme gain. La déduction d'une pension alimentaire, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que tu vas déduire cette pension de tes revenus imposables. Donc,
cet avantage fiscal, en fait, il est plus ou moins intéressant en fonction de ta tranche marginale d'imposition. C'est-à-dire, est-ce que tu as une tranche marginale d'imposition de 11% ou de 41%? En fonction, ça ne te donnera pas le même gain fiscal à la sortie. Oui, très, très, très clair. C'est effectivement comme toutes les charges déductibles directement du revenu imposable, c'est sûr. C'est ça. Et Ça avec une paraît, petite ouais, je t'en prie, vas-y. Pardon, je précise juste aussi, parce que ça reste important. Si toi, tu décides de déduire de ton côté la pension alimentaire, évidemment, l'ascendant que tu aides, lui, devra déclarer le montant de la pension comme revenu imposable. Ah, voilà, il y a bien une limite à ça. Oui, Ça me paraissait, voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Ça paraît beau comme ça, mais je pense qu'il faut que ce soit une vraie pension. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre une charge entre guillemets qui est pas, justifiée. Que ce soit faut que ce soit une vraie prise en charge justement et puis voilà, l'ascendant de l'autre côté doit quand même le déclarer donc c'est ça. ouais, Après, intelligent. on peut quand même relativiser. On a tendance à se dire qu'une personne qui vient, alors ça fonctionne pas pour tout le monde, mais généralement les personnes âgées ont un impôt sur le revenu qui est nettement inférieur au tien, tout simplement parce que ils ont une petite pension de retraite. Donc voilà. Bon, après, c'est à relativiser, ça s'applique pas à tout le monde, hein, mais voilà. Ouais, très, très clair et idem, hein, quand on paye une pension alimentaire aux enfants, voilà, si l'enfant est détaché du foyer fiscal, il faut aussi que lui l'inclue, hein, dans son revenu donc attention aux pensions alimentaires, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier de les déclarer de l'autre côté. Exactement. Et comme tu disais aussi, il faut évidemment que ça ne soit pas une pension alimentaire fictive. C'est-à-dire qu'il faut quand même Mmh. que vous ayez la preuve de l'aide ou des versements que vous avez acquittés pour cette personne pour pouvoir les justifier dans le cas où l'administration fiscale viendrait vous demander des compléments d'information. Yes, très clair. Soyons vigilants et ne faites pas de fausses pensions. Hem, entendu, bah, écoute, très, 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 très clair pour ça. Hem, tu nous as parlé aussi, un petit peu anticipé sur des sujets voilà, qu'on voit pas trop souvent. En tout cas, je pense que si vous êtes concerné par ça, ça peut être intéressant de les rajouter. On entend par là les trajets entre guillemets que vous pouvez faire, bah, des bénévoles associatifs. C'est un petit peu ça le propos que tu as voulu mettre en avant. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors ça, c'est vrai que c'est une autre réduction d'impôt qui est assez peu connue aussi. C'est que bon, on connaît la réduction d'impôt pour les dons, c'est-à-dire que en fonction du type de don que vous faites, est-ce qu'ils ont un caractère général ou pas, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 ou à 66 du montant du don. Voilà. Mais il faut Mmh. savoir aussi qu'il existe une sorte d'alternative à cette réduction d'impôt, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt pour don si vous, en tant que bénévole, vous avez des frais qui vous engagent personnellement dans le cadre de votre activité associative. Je m'explique, donc il faut que ce soit des frais qui soient engagés dans le cadre d'une activité bénévole, sans aucune contrepartie, évidemment, c'est-à-dire pas de rémunération de la part de l'organisme ou de l'association. Donc, pour prendre un exemple assez simple, on va envisager notamment dans le milieu sportif un arbitre bénévole qui se déplace justement pour aller arbitrer des compétitions pour les jeunes OK. ici et ailleurs. Voilà. Il faut savoir que les frais qu'il engage pour aller dans telle ou telle ville, c'est des frais justement qui peuvent être considérés comme un don. Voilà, parce qu'il n'a pas de contrepartie en échange. Donc, D'accord. voilà. OK. Ouais, c'est intéressant ça, parce qu'il faut vraiment pas les oublier, notamment, enfin, c'est vrai que c'est pas on pense les dons, mais en fait, c'est une dépense que l'on fait dans un cadre associatif qui donne droit à, donc c'est ça qui est quand même, C'est ça. intéressant et il y a, bah, là, si on reprend l'exemple, entre guillemets, de l'arbitre, de foot, hein, hem, pour le coup, c'est quoi? C'est, barème kilométrique? Ça fonctionne un petit peu comme ça? Comment ça se Alors, calcule? il y a 2 solutions en fait. Jusqu'à l'année dernière, en fait, il y avait un barème kilométrique qui était spécifique aux bénévoles, voilà. Mais OK. depuis les revenus 2022, donc les revenus qu'on va déclarer cette année tout simplement, on a aussi la possibilité d'appliquer le barème kilométrique pour les salariés en matière de frais réels. Donc 2 solutions pour le calcul de ces frais. D'accord. Mmh. OK. Et il y a une limite aussi à ça ou du coup c'est illimité, on peut faire plein de kilomètres et ça fait le job?
Alors, il faut évidemment que ça soit utile à l'association déjà. Le Bon, but n'est pas juste de faire des kilomètres. Mais non, vous avez, alors il y a un calcul qui va se faire, mais après par principe, la réduction est égale à 66 dans la limite de 20 du revenu imposable de votre foyer. Donc 20 ça la limite dépend un petit peu de votre revenu du foyer, tout simplement. et ouais, ok, Oui, et après ok. on parlait de l'arbitre bénévole, donc on parlait d'associations à caractère sportif, mais il faut Mhm. savoir que ça s'applique à toutes les associations, que ça soit une association culturelle, une association, d'aide aux particuliers, tout type d'association, peut bénéficier de ce enfin, en tant que bénévole de n'importe quelle association, vous pouvez bénéficier en tout cas de cette réduction d'impôt. Ok, donc Voilà. ouais, ouais. Si vous êtes bénévole d'association, pensez à déduire, parce que c'est toujours un petit avantage, de dépenses que vous avez engagées qui peuvent éviter à payer des impôts. Bien sûr, et je OK. rajoute juste parce que pour préciser un petit peu comment ça fonctionne, il faut pas juste le déduire de votre déclaration d'impôt. Il faut que vous, en tant que bénévole, vous devez réaliser un écrit dans lequel vous renoncez à tout remboursement des frais engagés au profit de l'association et vous allez donner cet écrit à l'association pour laquelle vous êtes bénévole et celle-ci va compléter un formulaire qui va valider le don et vous délivrer un justificatif fiscal. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une preuve, en fait, par l'association que vous avez bien effectué une sorte de don pour celle-ci. Très clair. Oui, encore une fois, faut avoir un écrit et une preuve en cas de contrôle, Exactement. ça peut ça peut être bien. La preuve, c'est important. Ouais, ouais. Entendu. Merci pour ce petit point, suffisamment rare que ce soit assez intéressant pour le mettre en avant. Il y a d'autres, sujets qu'on voit et je trouvais ça, vraiment bien de le mettre en avant aussi. Hem, L'administration fiscale fait pas trop de cadeaux. En tout cas, il y a beaucoup de revenus de capitaux mobiliers qui sont préconnus, ouais, préconnus, qui remontent automatiquement dans les outils de l'administration fiscale, et cetera, et cetera. Super. Le contribuable peut se dire: «Cool, bon, vérifier, rapidement», mais voilà, vérifier que tout est remis et puis pas, heu, pas s'en inquiéter outre mesure. Bon, le contribuable, vous recevez aussi ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique, derrière, qui fait un petit peu office de récapitulatif par établissement financier, en fait. Et notamment, qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit que, beh, l'administration fiscale remonte les revenus, mais ne remonte pas les charges déductibles. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans ces cas-là, Carole? Alors, tu l'as très bien expliqué. C'est vrai que l'administration fiscale ne remonte pas nécessairement les charges déductibles et on pense notamment à la case 2CA. Cette case 2CA, c'est une case qui est relative aux frais déductibles. Donc, qu'est-ce qu'on entend par frais déductibles? Ça peut être des droits de garde de titre ou des frais d'encaissement et c'est notamment lié au PEA et au compte titre. Et il faut savoir que cette case, généralement, elle n'est pas pré-remplie dans votre déclaration et c'est un petit peu dommage parce que ça reste justement, une charge déductible, donc ça peut être intéressant justement pour diminuer un petit peu votre imposition. Et ouais, Et oui. Et effectivement. et comme tu dis, on a tendance à faire confiance à ce qui est pré-rempli, mais sachez que ce n'est pas tout le temps juste, que ça soit d'ailleurs, on parle de revenus de capitaux mobiliers, mais c'est pareil aussi en matière de traitement et salaires, ce n'est pas totalement, c'est pas toujours juste et je pense aussi aux heures supplémentaires qui sont souvent mal déclarées donc faites attention. Ne faites pas totalement confiance à ce qui est pré-rempli. Il faut quand même avoir, jeter un coup d'œil pour voir si tout est correct et si rien n'a été oublié ou mal déclaré. Ouais. D'ailleurs, tu me fais penser à un truc, particulier qu'on voit en fonction de certains, typologies de clients qui peuvent avoir, des actions gratuites, des stocks options, et cetera, et cetera. Ça arrive. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Oui, CSG déductible sur le revenu imposable, mais il y a aussi une petite ligne supplémentaire qui peut arriver dans certains cas, qui est la CSG déductible sur traitement et salaire. Voilà. oui, Ça, c'est une ligne très spécifique. Qu'est-ce que et il faut faire attention, pardon, il faut faire attention à ne pas l'oublier, parce que ça peut y avoir des montants plus ou moins importants et effectivement, on peut la déduire pour le coup directement des traitements et salaires. C'est le fait que tu me dises: «Attention, les traitements et salaires», ça m'a fait penser à ça. c'est vrai, c'est vrai. Vous avez alors,
Les actions gratuites et les stock options bénéficient de différentes fiscalités, de beaucoup de fiscalités même. Ouais, très complexe. Mais c'est très complexe. Donc déjà, je vous invite à avoir un professionnel si vous avez des actions gratuites et des stock options. Mais vous avez dans certaines situations, oui, vous avez la possibilité d'avoir une ligne de CSG déductible sur les traitements et salaires. Et c'est dans cette situation, ce n'est pas la même case que la CSG déductible du revenu du patrimoine. Donc c'est pas tout à fait pareil. Donc il faut faire attention, comme tu dis, et à penser à ne pas oublier cette CSG. Mmh. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais on avait enregistré un podcast avec Guillaume, qui fait partie aussi de notre pôle ingénierie patrimoniale sur le volet, actions gratuites. Alors pour un cas particulier de clients, expatriés, alors technique plus, on va dire, parce que déjà sur de la fiscalité française, c'est un peu «prise de tête» entre guillemets, sur les expats, c'est, prise de tête, plus, mais voilà, on avait déjà, abordé ce sujet-là, au sein de nos différents, épisodes. C'est ça. Donc ouais, effectivement, CSG déductible sur traitement et salaire. Attention, si vous voyez la ligne, ne l'oubliez pas parce que c'est toujours, c'est déductible de vos traitements et salaires. Donc, ça vous donne entre guillemets droit à une réduction d'impôt qui est équivalente à votre PMI, tranche marginale d'impôt sur le revenu. Donc voilà, soyez attentifs à ça aussi. Quoi dire de plus? Prélèvement à la source. Prélèvement à la source, c'est une nouveauté, ça, de 2018, je crois, un truc De comme ça. mémoire. Ouais, de mémoire, parce que c'est vrai que maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Alors, il y a différentes options possibles. Effectivement, il peut y avoir le taux individualisé, monsieur et madame, le taux mutualisé, il peut y avoir le taux neutre. Bref, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller avec ça, justement, sur PASS, prélèvement à la source? Oui, c'est vrai qu'on fait une petite partie là-dessus parce que c'est quelque chose qui, même si ça commence à faire un petit moment, 2018, ça commence à dater un petit peu maintenant, mais ça reste aussi un peu méconnu et on a tendance à le subir sans trop chercher à l'optimiser ou à s'arranger avec le prélèvement à la source. Donc, à titre informatif, en fait, si vous déclarez et qu'en fait vous ne choisissez pas d'option, c'est le taux ordinaire de prélèvement à la source qui va s'appliquer. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux pour l'ensemble des revenus de votre foyer fiscal. Donc, c'est-à-dire les salaires, les revenus fonciers, rémunération de gérant, tout. Voilà. C'est vrai que ce taux ordinaire, il n'est pas totalement intéressant quand vous avez une inégalité de salaire entre monsieur et madame. C'est-à-dire qu'en fait, avec le taux ordinaire, beh, la personne qui paie le moins de salaire, et ben, ce taux ordinaire, ce taux à la prélèvement à la source, il va proportionnellement, il va peser plus sur le petit salaire que sur le gros salaire. Voilà. Donc, il a Mmh. été mis en place ce qu'on appelle un taux individuel. Il faut savoir que ce taux individuel, il devrait être applicable par défaut à partir de 2025. Mais en l'état actuel des OK. choses, c'est à nous de choisir si on souhaite à bénéficier de ce taux individualisé ou pas. Et en quoi consiste en fait ce taux individualisé? Ben, ça consiste tout simplement à répartir différemment la charge de l'impôt au sein du couple. Je m'explique, en fait, celui qui gagnera le plus au sein du couple aura un taux de prélèvement à la source plus élevé que celui qui gagne moins. Et c'est assez intéressant, en fait, ben, parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de raison que celui qui gagne moins ait un taux de prélèvement à la source important parce que ben, justement, son monsieur ou son compagnon gagne plus. Parce qu'en fait, ben, comment dire, Mmh, ça, C'est une question de budget. c'est ça, C'est une exactement. question de budget du couple. Ça lui «mange» entre guillemets une partie de sa Ouais, capacité d'épargne mensuelle alors ouais, c'est qu'elle très pourrait clair. construire le patrimoine avec. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. Voilà. C'est, en vrai, c'est si le salaire tombe sur le compte commun, le panier, l'enveloppe globale du couple, c'est pas très, significatif parce qu'au Mmh. final, tout tombe dedans donc l'impôt, il est payé de la même façon et cetera. Mais si effectivement on a une gestion, différenciée du budget, entre guillemets, que monsieur garde son salaire, madame garde son salaire, et que voilà, il y a qu'une partie entre guillemets du salaire qui est mis sur le budget commun du couple et cetera, ou en tout cas ou même, voire, complètement, il y a une gestion, complètement individualisée du budget, ce qui arrive. Parfois aussi, on le voit sur certains de nos clients. Là, ça peut être intéressant d'avoir effectivement un taux individualisé pour exactement ce que tu disais. Mais en fait, c'est la vraie question, c'est, ouais, c'est une option qui vous est offerte, tout dépend comment vous gérez votre budget.
Exactement. C'est vrai qu'on a plus tendance à appliquer cette stratégie de taux individualisé, notamment pour les couples qui sont soumis à un régime matrimonial séparatiste ou alors, pour les PACS, les partenaires de PACS qui sont soumis à un régime, de séparation de biens aussi. Voilà, où on a tendance à estimer que, il y a une division de budget, il y a une division de patrimoine qui doit être réalisée. Ok. Ça, du coup, ça s'applique qu'aux revenus personnels, on est d'accord, hein? Exactement, ça ne s'applique qu'aux revenus personnels. Donc, qu'est-ce qu'on entend par revenu personnel? C'est vos revenus d'activité ou les pensions et rentes. Voilà. Ça ne s'applique pas aux revenus communs. Donc, attention, ce qu'on entend par revenu commun d'un point de vue fiscal, c'est tous vos autres revenus, c'est-à-dire les revenus fonciers, les revenus de location meublée, ce genre de choses. Voilà. Là, vous conservez vous conservez le taux ordinaire sur les revenus communs. Ok, très clair. Euh, Ok, bah, écoute, ça c'est bon. Et dans la même veine, prélèvement à la source, souvent les clients nous posent la question, mais j'anticipe un peu moins de revenus en 2023 ou j'anticipe au contraire beaucoup plus de revenus en 2023 parce que bah, j'ai acheté un bien, je vais avoir du nouveau revenu foncier, parce que je vends un bien qui générait beaucoup de revenus, parce que j'ai une énorme augmentation de salaire, etc., etc. Est-ce que ça, on peut l'anticiper pour éviter d'avoir un gros chèque à faire à l'administration fiscale en fin d'année N+1 ou au contraire on laisse couler? Alors, vous avez les 2 solutions. Vous pouvez laisser couler si vous en avez envie, mais après d'un point de vue stratégie patrimoniale, sachez que vous avez aussi la possibilité de moduler à la hausse ou à la baisse votre taux de prélèvement à la source. Voilà. Après, toujours pareil, c'est, un cadeau de l'administration fiscale. Donc, c'est-à-dire si vous souhaitez moduler à la hausse parce que vous savez que vous allez avoir des revenus plus importants, là-dessus, vous n'avez pas de problématique. Vous pouvez moduler à la hausse comme vous le souhaitez. Inversement, par contre, la modulation à la baisse, elle est soumise à certaines conditions. Mmh. C'est-à-dire qu'il vous faut une différence de plus de 5 entre le prélèvement après modulation et le prélèvement avant modulation. Je m'explique, en fait, tout simplement, c'est quand vous allez faire votre demande de modulation à la baisse sur le site des impôts, en fait, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir là où on va vous demander un petit peu l'estimation, la projection de vos revenus sur l'année 2023. Et ensuite, le site va tout simplement faire un calcul pour déterminer est-ce que la projection que vous avez réalisée vous permet de bénéficier justement de cette modulation à la baisse parce qu'il y a un écart de plus de 5. Et ouais, ça revient à faire une mini déclaration en vrai. Une mini déclaration, voilà. Alors, faut savoir justement, oui, faut savoir un petit peu, se projeter et savoir quels sont les montants que l'on va mettre parce que, tout simplement aussi, en cas de modulation abusive, vous avez des pénalités qui sont dues si le montant modulé s'avère inférieur à 5. Donc ça serait un petit peu dommage. Bon, bien évidemment, ça s'applique pas aux contribuables de bonne foi. C'est-à-dire que si vous pensez que, vos revenus, vont fortement baisser, parce que vous êtes soumis, vous avez un salaire fixe et un salaire variable et vous savez que le variable, elle va être, nettement inférieur à celui de l'année dernière, bon, Mmh. vous avez quand même la bonne foi qui joue. OK, très clair. Tu peux nous donner un petit exemple, par exemple? Sur la différence de plus de 5 c'est ça? Ouais, pour bien Oui. comprendre. Alors tout simplement, donc on disait, vous allez faire les projections sur les sites des impôts et après, à titre d'exemple, imaginons vous aviez un montant de prélèvement initial estimé à 1 000 €. Si le montant de prélèvement, une fois qu'il est modulé, c'est-à-dire après votre demande de baisse, il correspond à 750 €, dans ce cas, vous avez un écart entre les 2 qui représente 25 du montant du prélèvement initialement déterminé. Dans C'est cette clair. situation, l'écart, il représente bien plus que 5 et donc dans ce cas, la modulation peut être demandée. Si inversement, elle représentait moins de 5 vous ne pourriez pas demander la baisse de votre taux de prélèvement à la source. OK, OK, très, très clair. C'est noté. Merci Carole pour ces petits points. Puisqu'on est mardi et que le mardi tout est permis, bon ça aurait pu faire fonctionner avec le mercredi aussi, le jeudi, le vendredi, bref, Ça marche pour tout. ça marche pour tous les jours, sauf le dimanche peut-être. Ouais. Hem, est-ce que tu vois d'autres tips que tu pourrais communiquer à nos auditeurs, là, qui sont en train de finaliser leur déclaration et qui se disent, voilà.
Oui, bien sûr. Alors, ce sont des tips qui, je pense, avec le temps, sont de plus en plus connus, mais c'est toujours intéressant de les rappeler quand même. Alors, le premier petit tip que je peux vous donner, c'est en matière de frais de scolarité. C'est-à-dire que si Ah vous oui. avez un enfant qui est à charge ou rattaché, sachez que vous avez, pardon, la possibilité de déduire un forfait pour frais de scolarité. Ce forfait, il diffère en fonction de si votre enfant il est au collège, au lycée ou en études supérieures. Et donc, c'est une réduction d'impôt qui est égale soit à 61 euros, 153 euros ou 183 euros. Alors, ça peut être des petits montants comme ça, c'est vrai que c'est pas énorme non plus, mais c'est une petite réduction d'impôt qui vous permet quand même de diminuer votre imposition. Donc, on ne va pas cracher dessus, hein. Ouais, ne pas l'oublier, ne Mm. pas l'oublier. Ok, très très clair. Si on reste sur toujours les enfants majeurs, etc. On a évoqué un peu le sujet tout à l'heure, justement avec les pensions alimentaires qu'on peut verser à des ascendants. Euh, Qu'est-ce qu'il en est là sur le fait de rattacher ou pas les enfants? Parce que très, très souvent, les clients nous posent la question, est-ce qu'il faut que je rattache mon enfant? Est-ce que je lui verse une pension, etc. Quand on a des clients qui sont dans cette tranche entre guillemets d'âge, surtout pour leurs enfants, pour le coup, en fait, systématiquement, on a la question. Exactement. Parce que, comme tu disais, donc il y a deux solutions. Soit vous décidez de rattacher vos enfants majeurs à votre foyer fiscal, et donc là, ça vous fait soit une demi-part supplémentaire, soit une part en fonction du nombre d'enfants que vous avez. Ou alors, vous avez la possibilité de détacher votre enfant, c'est-à-dire que vous le laissez avoir son propre foyer fiscal, il déclare ses propres impôts de son côté, et en échange, vous avez la possibilité de déclarer une pension alimentaire parce que vous l'aidez dans la vie, c'est-à-dire avec vous lui payez un logement, vous lui payez des frais de nourriture, vous lui payez des études, ce genre de choses. Et la Mhm. question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux? Ah oui. Alors, j'ai pas non plus de réponse miracle à vous donner. À titre informatif, sachez que donc le gain d'une demi-part lié au rattachement de l'enfant, il est de 1 678 € pour cette année. Donc Ok. l'idée, c'est de savoir un petit peu, est-ce que la pension alimentaire que vous allez pouvoir déduire serait potentiellement aurait un gain fiscal plus intéressant que ces 1 678 €? C'est pour savoir ça, tout simplement, en fait, il faut se poser la question de quelle est votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes à une tranche marginale d'imposition basse, je pense à une TMI à 11 par Mhm. exemple, ben, le montant des pensions alimentaires que vous allez déduire, il vous procurera un gain fiscal qui est moindre que si vous aviez une tranche marginale d'imposition à 41, voire à 45. Donc, c'est un calcul à faire. Donc voilà là-dessus. Petit calcul à faire. Ça, c'est mathématique. Mais Et, après, ça. si on prend 2 secondes la calculette, du coup, pour nos auditeurs, on est d'accord, hein, la pension maximum en 2022, déductible, elle est de 6 368 €. Exactement, On six est en mille trois face. cent soixante-huit. Ok. Tout Il à l'heure, tu nous disais une demi-part, c'est un gain de 1600. 1678. Ok. Exactement, Si je fais, donc on est d'accord, ça fonctionne comme ça, hein, 6 368 multiplié par 11%, ça nous donne 700 €. Ok. exactement. Donc, dans Ça, ce c'est le gain. cas-là, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux, du coup, avoir un enfant à charge. Oui, Ok. Si je suis dans la TMI à 30, c'est le même calcul, 6 368 qu'on déduit. Ok. À 30 points, ça nous fait 1 910 € d'économie d'impôt. Donc là, typiquement, c'est plus intéressant encore. c'est plus intéressant dans cette situation. Exactement. Voilà. Là, c'est un petit gain. Si on fait le calcul, c'est un gain à 232 euros. Et ainsi de suite. Si on continue comme ça, 6 368 à 41%, ça nous fait 2 610 € de réduction, enfin d'économie fiscale. On va pas parler de réduction d'impôt, d'économie fiscale. Moins 1678, ça nous fait 932. Donc là, il y a vraiment, voilà, on visualise très très vite, très très bien l'intérêt. À partir de 30%, en fait, c'est plus intéressant. Mais attention, il y a des contreparties à ça, c'est que ce qu'on se disait tout à l'heure, la pension alimentaire, bah, il faut qu'elle rentre dans le revenu imposable pour l'enfant. Donc il faut faire attention à ce qu'il n'ait pas trop de revenus entre guillemets en face pour être imposé. Voilà, après c'est un chat qui se mord la queue, mais voilà, faut faire attention à ça et puis surtout, voilà, faut que ce soit des vrais, faut que ce soit des vraies prises en charge quoi, hein, des vrais versements de pension encore une fois. C'est pas quelque chose de virtuel, qu'on met uniquement et l'administration fiscale peut demander contrôle. Voilà, là, on vous a parlé du montant maximum qui est de 6 368 €. Tout le monde ne paie pas tout le monde n'a pas de quoi justifier ces 6 368 €, donc il faut faire attention là-dessus. Voilà. Mmh, OK.
Il y a des conséquences aussi derrière que typiquement, je sais pas, parce que souvent on nous dit: «Ah mais ah moi mon fils, ma fille, perçoit des APL et cetera». Est-ce que du coup ça impacterait parce que peut-être non? Oui, en effet, c'est que là, on vous a parlé vraiment d'un calcul mathématique en vous disant, quel était le gain fiscal le plus intéressant pour vous. Mais après, il faut savoir que le rattachement ou inversement le détachement d'un enfant majeur peut avoir des conséquences sur d'autres éléments. Donc notamment les APL pour votre enfant qui est en études supérieures, mais aussi je pense à votre taxe d'habitation, sur les résidences secondaires ou autres. Notamment aussi les bourses, mine de rien. Les bourses, on prend en général, un compte de revenu fiscal de Ah oui. référence. Donc, si vous rattachez votre enfant ou pas, ça peut être plus ou moins intéressant. Et après, je prends en compte aussi, les frais de scolarité dont on parlait tout à l'heure, la petite réduction de frais de scolarité. Bien évidemment, elle n'est applicable que si votre enfant, il est rattaché à votre foyer fiscal. Et oui, c'est l'achat, bien sûr. C'est ça. Et je reviens aussi sur sur ce qu'on disait sur nos calculs. Alors là, on a fait quelque chose de très simple, en mode l'enfant était rattaché ou alors l'enfant était détaché et on versait une pension alimentaire. Vous savez aussi que de nos jours, il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont potentiellement des revenus à côté parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des stages, ils ont travaillé un job d'été, ce genre de choses. Alors, ils bénéficient généralement d'abattements ou d'exonérations sur ce type de revenus, mais sachez que ils peuvent aussi avoir des revenus qui sont imposables et donc ça peut aussi venir alourdir votre propre fiscalité si vous décidez de les rattacher à votre foyer fiscal. Donc voilà, là on a fait un calcul basique. Il faut faire un calcul un petit peu plus compliqué il faut prendre en compte ces revenus si vous décidez de le rattacher à votre foyer fiscal. Ouais, très clair. Très clair sur ce point-là. Donc oui, il y a des calculs à faire, mais voilà, il faut prendre vraiment les tenants et les aboutissants, avant de prendre une décision, qui peut être, à la hâte, parfois, mais voilà, il y a des calculs à faire sur si c'est intéressant ou pas de rattacher un enfant et des conséquences que ça peut avoir. Hem Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, notre épisode touche, un peu à sa fin. Oui, il y a un point sur lequel je voudrais revenir juste après, et que justement quand on avait, un petit peu, préparé cet épisode, toi tu voulais qu'on fasse un point, sur le fait notamment des parents qui ont élevé seuls un enfant pendant au moins 5 ans. Oui, alors c'est vrai que c'est des majorations de parts dans votre foyer fiscal qu'on a tendance à oublier. Mais alors je vais même en évoquer 2, les majorations pour parents isolés et majoration pour parents ayant élevé seul un enfant pendant 5 ans. C'est des majorations qui vous permettent d'avoir une demi-part supplémentaire au sein de votre foyer fiscal. Donc c'est un petit avantage fiscal supplémentaire qui n'est pas à négliger tout simplement. Donc en matière de statut de parent isolé, vous avez 2 conditions. Il faut que vous viviez seul au 1er janvier de l'année d'imposition et il faut que vous OK. supportiez la charge d'un ou plusieurs enfants, évidemment. Et dans ce cas, vous allez pouvoir bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Après, si votre enfant, il ne vit si votre ou vos enfants ne vivent plus sous votre toit, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus rattachés, Mmh. vous pouvez aussi bénéficier d'une demi-part supplémentaire sous 3 conditions. Un, qui ne soit plus rattaché à votre foyer fiscal. 2, que vous l'ayez élevé seul pendant au moins 5 années. Et 3, que vous viviez seul aussi que vous viviez seul. Voilà. Et ça aussi, ça vous permet de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Donc, c'est des choses qui sont souvent oubliées et pourtant qui génèrent un gain fiscal non négligeable. Ah ouais. Là, on est d'accord, hein, c'est une demi-part supplémentaire dans les 2 cas, hein? Oui. OK. Ouais, donc c'est effectivement, ça peut, voilà, si vous avez été dans ce cas-là, ça peut valoir le coup. Mmh. OK, très clair, très clair, très clair. Alors moi, il y a un point que je voulais aborder, enfin, il y en a 2 en vrai. Il y a l'option pour, le barème ou le PFU pour tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers, qu'on pourrait appeler, la case 2OP, pour les familiers. Faire attention parce que l'administration fiscale joue pas forcément en votre faveur. Puis par rapport à ça, quand vous faites votre déclaration en ligne, alors nous, c'est vrai qu'on a des outils, qui nous permettent d'optimiser systématiquement en programmant en fait le fait d'opter systématiquement pour ce qui est plus intéressant financièrement, donc fiscalement parlant pour le compte de nos clients. Quand vous faites votre déclaration sur le portail en ligne impôts.gouv, c'est pas forcément toujours le cas, donc soyez vigilants par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous revenir, un petit peu là-dessus justement?
Oui, alors on parle des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values mobilières. C'est vrai que vous avez deux choix d'imposition, tout simplement. C'est que vous allez pouvoir être soumis au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire un prélèvement de 30% avec les prélèvements sociaux de 17,2 à côté, ou alors vous avez la possibilité aussi d'opter pour le barème progressif, si le barème progressif s'avère plus avantageux dans votre situation. Le barème progressif, le calcul se fait en fonction de votre tranche marginale d'imposition, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure, donc soit 11%, 30%, 41 ou 45%. Et tout simplement, le choix se fait en fonction de ce qui est le plus judicieux pour vous. Voilà. De la même façon, ici, c'est un calcul à faire. Est-ce que c'est mieux 30% de prélèvement forfaitaire unique ou alors une tranche marginale d'imposition à 11%? Voilà, tout simplement. Très clair. Et il faut, si vous souhaitez opter pour le barème progressif, il faut que vous pensiez à cocher cette case 2OP. C'est quelque chose qui peut être oublié. Alors, il faut savoir que maintenant, sur le site de votre déclaration, quand vous faites votre déclaration d'impôt, si vous avez des revenus qui sont relativement simples, c'est-à-dire des revenus de capitaux mobiliers sans grande difficulté, sans abattement, sans règles particulières, le site internet va pouvoir vous indiquer facilement si ce qui est le plus judicieux pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour conserver le prélèvement forfaitaire unique ou alors opter pour le barème progressif? Mais quand on commence à avoir des choses un petit peu plus compliquées, c'est-à-dire des plus-values mobilières avec des abattements, des revenus de capitaux mobiliers avec des abattements ou des durées de détention, euh, dans cette situation, le simulateur qui est sur le impôt.gouv n'est pas suffisamment adapté et c'est là où on vous invite à faire attention, c'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant de faire appel à un professionnel justement pour voir quelle est la situation qui est la plus pertinente pour vous parce que comme tu le disais tout à l'heure, Philippe, nous on a des outils qui sont adaptés et qui nous permettent de faire des calculs vraiment bien précis là-dessus et on en revient là-dessus aussi et ces calculs nous permettent même de prendre en compte la CSG qui sera déductible l'année Et ouais, suivante et ainsi de suite. exactement ce que j'allais te dire. Parce que faire un calcul à l'instant T, c'est cool, mais il faut réintégrer et se projeter ce qu'on peut déduire aussi derrière. Et quand on opte pour le barème, il y a une quote-part de CSG déductible. Voilà. Donc, Très- donc c'est quelque chose à prendre, que les gens ne connaissent pas forcément, parce que tout simplement, tout le monde n'est pas, tous les gens ne s'y connaissent pas en fiscalité, mais c'est intéressant et c'est à prendre en compte aussi. Mm, mm. Très très clair. Eh ben, merci pour ça. Alors avant de conclure, moi je voulais juste quand même pas oublier de revenir sur un point parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pense savoir ou pas, mais la déclaration des comptes à l'étranger. Formulaire 3916 à avoir à l'étranger si vous avez un compte Revolut, etc., etc. Tout ce genre de comptes-là, les comptes PayPal aussi, certains, etc., peuvent être détenus à l'étranger, en tout cas dans une banque étrangère. Ça, l'administration fiscale, elle a horreur de ça. Enfin, en tout cas, elle est particulièrement vigilante à ça. On peut tenir aussi compte des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Voilà, si vous avez un certain patrimoine et que vous avez souscrit un contrat d'assurance vie au Luxembourg, bah oui, il ne faut pas oublier de le déclarer. Alors, c'est un formulaire spécifique des avoirs détenus à l'étranger. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier parce que l'amende, elle est quand même conséquente puisqu'on parle pour le coup d'une amende fiscale hein, de 1 500 euros par année euh, par compte détenu à l'étranger. Donc, si vous avez 3 comptes que vous avez oubliés bah, pendant 3 ans, je vous laisse faire le calcul. Hein, 3 fois 3, 9. Bon, fois 1 500, ça peut commencer à piquer un petit peu en termes de facture fiscale. Donc, soyez vigilants. L'administration fiscale l'est pour vous, donc ne passez pas complètement à côté. Voilà. Euh, pour moi, c'est bon. Il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter un petit point avant de conclure cet épisode, Carole, notamment, je ne sais pas si tu devais faire une petite phrase de conclusion une fois qu'on a fait un peu le tour de ce partage d'expérience et des derniers petits tips. Oui, alors je pense on a fait un joli tour de ce qui pouvait être intéressant. Alors, je pense que vous avez pu le voir quand même, on a évoqué des réductions d'impôts ou des stratégies patrimoniales qui peuvent s'adapter qui peuvent s'adapter à tout le monde. C'est-à-dire que on ne parle pas on n'a pas évoqué des stratégies qui sont uniquement destinées aux personnes fortunées.
c'est même à un petit niveau, en fait, on peut se rendre compte qu'il existe des solutions pour limiter l'imposition. Donc, il faut juste être vigilant. Et c'est vrai que voilà, les déclarations d'impôts se complexifient au fur et à mesure des années. Et donc, moi, je vous invite quand même à faire appel à un professionnel pour justement vous accompagner et vous aider sur cette déclaration d'impôt. Parce que voilà, il y a plein de petits tips, petites astuces, petites règles légales qui vous permettent justement de diminuer tout ça ou d'éviter les erreurs, tout simplement. Eh bien voilà, nous sommes au bout de cet épisode où nous vous aurons donné quelques astuces pour ne rien oublier cette année sur votre déclaration de revenus. Merci Carole pour ce moment de partage et n'hésitez pas à réécouter cet épisode si certains points vous ont échappé ou à nous contacter directement si vous souhaitez en savoir plus. Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation? Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial? La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter, alors n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. À très vite pour un autre cas pratique.